Shalom Mariacha. Shalom. Bienvenue. Merci. On a l'habitude de te voir sur Shofar, plutôt sur le côté pensée juive, paracha, etc. Mais les gens ne le savent pas, mais tu accompagnes des couples depuis plus de 10 ans. Et ce qu'on a voulu faire, vu qu'on est Tou B'Av, qui est la date dans le calendrier juif où on s'occupe justement de la dimension d'amour, de couple, etc., on a voulu essayer de condenser ces années d'expérience que tu as, de voir quelles sont les problématiques principales qui se posent aujourd'hui pour les couples et essayer d'avoir des directions, des pistes de réflexion et des outils peut-être même pour comment on arrive à dénouer ce sujet-là aujourd'hui. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet qui est nouveau ? C'est un sujet où les couples ont plus de difficultés, plus de mal à créer cette symbiose et créer ces familles. Ouais. Alors, c'est vrai, c'est une bonne question. En réalité, les difficultés de couple, elles existent depuis toujours, c'est évident. Mais il y a une accélération. Et je dirais qu'il y a une grande accélération autour de la génération qu'on appelle la génération Z. C'est, je dirais, les 15-35 ans. Cette génération a des nouveaux défis dans leur engagement. D'abord, c'est une génération qui a une très, très grande difficulté dans l'engagement. Ça, c'est connu. Il n'y a qu'à voir toutes les publicités où tout ce qu'on te vend, c'est sans engagement. Donc, on voit que c'est vraiment une difficulté à fabriquer un couple, à rentrer en couple, mais aussi à être dans son couple et à le maintenir, à le travailler, à le construire. Donc, effectivement, cette génération-là est une génération qui consulte beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une autre étape dans la vie où je vois qu'il y a beaucoup de consultations. C'est un petit peu autour du syndrome du nid vide, autour de la cinquantaine, où on avait la tête dans le guidon pendant des années, et on a agi, et puis tout d'un coup, on se retrouve face à face. Et qu'est-ce qu'on a construit finalement, nous, tous les deux, dans notre dimension de face à face. Et souvent, ils se retrouvent face à de grandes questions. Et ça ne veut pas dire que c'est trop tard pour consulter. C'est jamais trop tard, d'abord. Et donc voilà, il y a ces deux grands moments de consultation, je dirais. Bon, après les difficultés sont diverses et variées, mais c'est vrai qu'on voit des tendances. Ouais. Alors, il y a des grandes tendances. Essaie de nous dire un petit peu les tendances principales que tu ressens, les problématiques au début du couple, au milieu, qu'est-ce que tu vois se dégager ? Ok, alors il y a une problématique qui est redondante, qui est vraiment très commune, classique. Souvent, c'est des très jeunes couples là qui vont consulter, ou bien même avant de se marier, dans la période soit de rencontre, soit de fiançailles. Il y a une difficulté qui revient souvent. Les gens sont souvent très inquiets, angoissés. Ils pensent que c'est terrible. Et je leur dis, mais voilà, on est dans le très classique. C'est ce que j'appelle la problématique de la différenciation de soi au sein de sa famille. Ça, c'est un thème qui a été très largement développé dans les années 60 par un psychiatre qui s'appelle Murray Bowen, et qui a même établi une échelle de différenciation. Alors, pour faire simple, c'est quoi la différenciation de soi ? Bon, c'est écrit dans la Torah. J'aime bien faire des ponts. Mais là, pour le coup, c'est écrit textuellement dans la Torah. Et d'ailleurs, c'est étrange. Quand on lit le texte dans Bereshit, où tout a l'air parfait, Adam, Chava, etc. Et puis tout d'un coup, le dernier passouk du chapitre qui est un peu venu de nulle part, Alken, ya Azov, Ish et Aviv et Timo. Il y a un abandon à faire. L'homme doit abandonner son père et sa mère pour s'attacher. Et quoi ? Et je peux pas ne pas abandonner ? Est-ce que je suis obligée de vivre un abandon, quoi, un arrachement, un deuil ? C'est quoi cet abandon exactement ? Et en fait, ça pose beaucoup de questions, parce que la différenciation de soi, c'est une condition sine qua non pour réussir à fabriquer son couple, pour le construire. Dans les mécanismes de couple, je peux pas m'investir pleinement dans mon couple si je me suis pas d'abord détachée en partie de mon histoire familiale pour fabriquer mon histoire personnelle, qui sera un mélange de moi et toi. Et pour ça, il faut que je puisse ne pas être dans la continuité absolue de ce qui s'est passé dans ma famille d'origine. À quoi ça ressemble, les types de problèmes de personnes qui n'ont pas réussi à faire cette transition-là, à quoi ça va ressembler ? Alors, on distingue... Alors ça, c'est toujours Bowen, mais je trouve ça très intéressant et c'est vraiment accessible même pour une personne non avertie. Il a établi une échelle de différenciation arbitraire de 0 à 100. À 100, c'est une personne qui est très différenciée, donc très autonome, très indépendant,
Typiquement, ça va être une personne qui n'a pas besoin d'avoir l'accord de sa famille pour chaque chose, qui ne va pas leur demander leur avis, qui va être capable de protéger l'intimité de son couple. Okay. Et à 0, on va parler d'une famille qui est émotionnellement immature. Lui, il parle d'une masse moïque familiale, c'est-à-dire il y a un tout familial, le nous familial, tu vois. Et, la tribu. Voilà, c'est la tribu, absolument. Ouais, okay. C'est un petit peu la tribu. Chez nous, mes parents veulent, ça se passe comme ça. Et ça peut se manifester par souvent une fille qui va avoir... c'est extrêmement important pour elle d'habiter juste à côté de ses parents, d'aller tous les Shabbats chez ses parents. Ça peut être un homme aussi. Ou bien de prendre des décisions qui soient toujours en accord avec les parents. Et donc, il y a un point intéressant. Je me souviens quand on avait étudié ça à l'école de thérapie, c'est que souvent, c'est des familles où on constate que les portes sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de singularité. Les portes des chambres des enfants, ou bien on va pouvoir rentrer sans toquer, et on s'impose à l'autre un petit peu. Et il y a un « nous », voilà. Ce qui va prédominer, c'est le « nous » familial. Et il appelle ça, ce sont des familles immatures émotionnellement. Et on constate que quand on se met en couple, souvent, on se met en couple avec une personne qui a à peu près le même niveau de différenciation. Okay. C'est-à-dire qu'une personne très différenciée va s'attacher à une personne qui est également différenciée et inversement. Si on ne l'est pas. Et alors où ça pose problème, si a priori on est les deux dans, les deux, on est complètement dans le mode continuité familiale. Ou dans l'indépendance. Ouais. Alors ça pose énormément de problèmes. D'abord parce qu'il y a souvent une famille qui va venir, c'est plus un couple à deux, c'est un couple à plein. Donc ils vont venir et prendre position, ils vont parfois prendre des décisions qui sont des décisions du couple, et c'est les parents qui vont avoir leur mot à dire. Donc le couple, en fait, ne peut pas exister. Ouais. On ne peut pas le laisser advenir. Et en fait, ça pose problème parce que dans la fameuse question classique du 1 plus 1, ça fait combien ? Alors, est-ce que 1 plus 1, ça fait 1 ? Et ça voudrait dire qu'on est un couple ultra fusionnel. Et il n'y a que nous, et là, le monde n'existe pas. Et on est toujours obligé d'être ensemble, de faire tout ensemble et de tout partager. Est-ce que 1 plus 1, c'est 2 ? Et là, c'est le couple moderne, indépendant, avec chacun son compte en banque et chacun ses amis, chacun ses hobbies. Ou bien 1 plus 1 égale 3. Et là, le troisième élément, c'est l'entité couple. Okay. Et le couple, c'est une entité. Il faut bien comprendre qu'il y a chacun existe. Et le couple existe. Et est-ce que ce qui est en train de se passer entre nous dans notre couple, est-ce que c'est à l'avantage du couple, de l'entité couple, ou au désavantage ? C'est-à-dire, est-ce que le couple sort gagnant, typiquement ? Un désaccord. Dans un désaccord, on peut se poser la question, qui aura le dernier mot ? Mais si j'ai le dernier mot, est-ce que le couple sort gagnant ou le couple sort perdant ? Donc, si on ne fabrique pas cette entité de couple, en fait, on ne va pas pouvoir être dans la construction de quoi que ce soit. Ce que tu dis, c'est que si on est trop dans la continuité des familles précédentes, en fait, on ne crée pas cette entité qui est une entité à part entière. Absolument. Okay. Il n'y a pas d'existence propre. Et tôt ou tard, ça va poser problème. Donc, parce qu'on ne peut pas être... on ne peut pas ne pas exister, finalement. Ouais. Puisqu'on existe en tant que couple. Donc, il y a un travail de différenciation de soi à faire. Alors là, il y a tout un travail dans le lien à la belle famille. Toutes les problématiques de belle famille sont inclus là-dedans. Qui décide, je me rappelle, voilà, des situations un peu banales de couple, mais arrivée du premier bébé, il y a une Brit Mila, la belle-mère ultra gentille prend les devants, je paye tout, je fais tout, j'organise tout, je décide Alors, qui va porter le bébé ? On n'imagine pas le nombre de consultations qu'il y a autour des crises avec les habitudes, les cultures familiales et les vexations. Et une maman qui vient d'accoucher est dans un état hormonal difficile et de grande sensibilité et fragilité, voire vulnérabilité. Et lui imposer un prénom ou qui va porter le bébé effectivement, comment ça va se passer ? Qui passe avant ? Est-ce que c'est ta sœur ou est-ce que c'est la sœur du marié ? On peut se dire que c'est des questions bêtes. C'est une formation qu'il faut faire aux belles familles avant de faire au couple. Mais complètement. Ouais. Mais complètement, parce qu'on parle d'une immaturité familiale. Donc, c'est aussi les parents qui doivent apprendre à lâcher. Ouais. C'est pas que... Mais après, quand ce n'est pas le cas, c'est les enfants qui doivent être capables de rompre, en fait. Pas dans le sens de créer une rupture, mais de couper le cordon ombilical. Ouais. À un moment, il faut le faire.
Donc, en fait, la question, c'est faut être ni fusionnel avec sa famille d'origine, mais ni en rupture. Donc, à une juste distance pour pouvoir exister de façon indépendante, autonome, tout en étant dans un lien, un lien qui est un lien de respect et un lien même d'affection, bien évidemment. Hein. Je ne parle pas du tout d'une rupture avec sa famille. Je parle d'apprendre à exister en tant que tel. C'est intéressant parce qu'en fait, mon angle dans quasiment tous les sujets qui sont des sujets de couple, c'est qu'en réalité, c'est des sujets qui appartiennent à la construction de la personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment... souvent, quand quelqu'un, avant le mariage, dit c'est quoi tes conseils, etc., j'ai envie de lui dire écoute, tu viens me parler à 25 ans, ce que tu as fait ces 25 dernières années, à quel point tu as réussi à te construire, à quel point tu as mis au centre une dimension de perfectionnement, d'élévation, de ce qu'on appelle en hébreu tikkun amidot, etc. C'est cette personne-là que tu vas voir émerger dans ton couple. Et à mon avis, une des difficultés qui fait que dans nos générations, on a aussi cette problématique-là, c'est qu'on vit dans des sociétés qui sont devenues assez pauvres, en fait, dans cette dimension-là, dans le fait d'être capable de mettre au centre la dimension de perfectionnement de la personne, de construction de la personne. Il y a une citation que je ramène souvent d'un auteur juif américain qui s'appelle David Brooks. Il dit il y a 2 sortes de qualités humaines. Il y a les qualités que tu mettras dans ton CV, très bon manager, maîtrise Excel, etc. Et il y a les qualités qu'on dira à ton enterrement. Et c'est pas les mêmes. C'est rare qu'on dise il maîtrisait tellement bien Excel. C'est rarement ça ce qu'on dirait à ton enterrement, c'est ta sincérité, ton altruisme, etc. Et il dit on est dans des sociétés qui sont extrêmement axées et construites dans notre capacité à construire des très beaux CV, mais des sociétés qui sont extrêmement pauvres dans ta capacité à créer des gens où il y aura quelque chose à dire à leur lévaïa, à leur enterrement. C'est la société occidentale autour de la performance, l'excellence. Et je pense que un des sujets où ça va se faire ressentir le plus, en fait, c'est dans la dimension du couple. Parce que là, tu arrives tel que tu es, avec les hauts et les bas, les difficultés, les frictions que ça crée, c'est le lieu, en fait, où si tu n'as jamais travaillé ce muscle-là, de remise en question, de vouloir se perfectionner, etc., c'est le lieu, en fait, où on est obligé. Où ça va... où ça peut coûter cher, en fait. Et je pense que c'est une vraie réflexion à avoir sur la société occidentale dans laquelle on vit, de le fait qu'il y ait 50% ou plus de divorces aux États-Unis, etc. C'est dû à beaucoup de choses, mais c'est aussi dû au fait que, est-ce que vous êtes capable de créer des gens qui ont un contrôle de soi, qui ont une capacité de remise en question, etc., ou non. Et le lieu où ça va être visible, c'est dans la dimension. Moi, je crois que c'est une opportunité. C'est une opportunité extraordinaire d'avancer dans la vie. Clairement. D'être face à soi-même, finalement. Donc voilà, donc globalement, il y a des questions à se poser autour de la différenciation. Typiquement, s'il y a des accords, est-ce que mon conjoint passe avant ou est-ce que ma famille d'origine passe avant ? Ça, c'est une question qu'il faut être capable de se poser, vraiment. Et je leur donne toujours l'exemple halachique que s'il fait kidouche, le monsieur, s'il fait motzi, il donne d'abord à son épouse, même s'il y a ses parents qui sont à table. Donc la dimension de la construction du couple, elle est fondamentale. Tu dis le fait que le premier verset qui parle de ça, c'est Azov, Ish et Yaviv et Timo, quoi, c'est très fort quand même. Pour construire cette cellule, il y a besoin de ça. Donc ça, c'est des problématiques qui vont apparaître plutôt au début. Tout début. Même avant de se mettre en couple. Dans l'organisation du mariage, bien sûr, bien évidemment. Donc ça, c'est un premier grand thème. Ok, super. Voilà. Un autre nœud que tu vois. Ensuite, quelque chose qui est transversal, mais qu'il faut impérativement travailler tout de suite, dès les premiers instants de l'existence du couple, c'est la notion d'attachement. Donc ça, c'est au cœur. Là, on est au cœur de l'existence d'un couple. L'attachement, en hébreu, davak. Vedavak beishto. C'est vatem hadvekim ba'Hashem. Vous êtes connecté émotionnellement, puisque c'est une relation entre Israël et Hachem. Ça veut dire que c'est vraiment un lien émotionnel. Et c'est un lien qui se construit. Alors, la première chose à savoir, c'est que... moi, je dis toujours que c'est la dvékout, l'attachement, c'est comme un muscle. Si on le travaille, eh bien, il s'hypertrophie. Et si on ne le travaille pas, il s'atrophie. C'est-à-dire qu'il faut être capable
de savoir que le couple n'est jamais un acquis, au sens très réel du terme, c'est-à-dire l'attachement dans le couple n'est jamais acquis et qu'on continue de s'attacher l'un à l'autre. Et on construit cet attachement. Et on peut être de plus en plus attaché. Il y a toujours cette question, on était tellement amoureux sous la choupa, mais et au moment du chas v'shalom, du divorce, où est passé cet amour? De la même façon qu'on s'attache, on se détache. On peut se détacher d'une personne. Et alors là, il faut vraiment comprendre comment fonctionne le mécanisme d'attachement. Avant d'arriver au mécanisme, donne-moi un peu des exemples de situations où où le couple qui vient vers toi avec ces problématiques-là, tu dis, OK, là on est face à une problématique qui est de l'ordre de ce muscle-là d'attachement qui n'a pas été travaillé. OK. Alors, le premier élément qui montre qu'on est... alors, pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'attachement. L'attachement, il y a 3 formes d'attachement, d'accord ? L'attachement a été également, je dirais, extrêmement travaillé juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est Dr Bowlby qui a beaucoup travaillé sur l'attachement. Et dans les années 90, on a amené ce thème de l'attachement. À l'origine, l'attachement était travaillé dans la relation parent-enfant. L'attachement d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Et dans les années 90, on a réalisé que l'attachement dans le couple est un sujet majeur également, fondamental. Et on distingue 3 types d'attachement. On parle d'un attachement anxieux, on parle d'un attachement évitant et d'un attachement sécure. Donc, l'attachement sécure, c'est quand je me sens en sécurité dans notre relation. J'ai jamais peur d'être abandonnée et je me sens... la première expression de l'attachement sécure, c'est que si j'ai une difficulté, je sais que je peux compter sur toi. Voilà, ça, je dirais que c'est la définition même. Donc typiquement, un attachement sécure, c'est si j'ai un problème sur l'autoroute, mon pneu est crevé, qui j'appelle ? Et si j'ai une patiente qui me dit « mais je n'appellerai pas mon mari, je sais qu'il ne viendra pas m'aider », là je sais qu'on est dans un problème de connexion émotionnelle qui est déjà important. Okay. Donc qui j'appelle en cas de détresse. Maintenant, sans arriver jusqu'à cette situation, je suis débordée par les enfants, j'arrive pas à m'organiser dans mon travail, je suis envahie par une collègue qui m'agresse. Vers qui je me tourne ? Okay. Vers qui je me tourne émotionnellement, et pas pour avoir une solution, pour avoir un appui émotionnel. Okay. Tout simplement, de savoir que tu es là pour moi. Et donc ça, c'est l'attachement sécure. Maintenant, l'attachement évitant. Alors, l'attachement évitant, globalement, on le trouve plus chez les hommes, statistiquement, et l'attachement anxieux, plus chez les femmes. C'est quoi l'attachement évitant ? C'est de vouloir rentrer dans sa grotte quand je me sens en insécurité émotionnelle. Alors, j'ai pas envie d'être en relation. Au contraire, je veux être seule avec moi-même. Je veux être dans mon autonomie. Et j'ai peur de perdre mon autonomie. J'ai peur de perdre ma liberté. Je veux surtout pas la perdre. Et l'attachement anxieux, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très insistant et qui a tellement peur d'être abandonné qu'il court derrière la personne et qui insiste. Viens, on parle. Viens, dis-moi. Mais pourquoi ? Mais je veux une preuve. Mais je veux savoir. Mais je veux comprendre. Mais pourquoi tu m'évites ? Mais pourquoi t'es pas là ? Mais pourquoi t'es pas présent ? Et donc là, très, très, très... et alors, ce qui se passe souvent, c'est que plus on a une personne... Alors attention, j'ai dit c'est plus chez les femmes, mais il y a des hommes qui sont plus anxieux, il y a des femmes qui sont plus évitantes. Mais plus on a un conjoint qui va être anxieux et donc qui va courir derrière son partenaire, et plus son conjoint va être évitant, va se renfermer, et ça va accentuer le désir de lien. Il a besoin d'autonomie. Et l'autre, en fait, l'étouffe. Exactement. Exactement. Donc là, on est souvent dans un cercle vicieux. Et puis, il faut réussir à mettre en place un attachement sécure dans le couple. De telle sorte que j'ai ni peur d'être abandonnée, ni peur de perdre ma liberté. Et je sais qu'on est en fait à la bonne distance. Tu es là si j'ai besoin de toi. Et donc, là, on a vraiment quelques éléments qui sont des indicateurs d'une bonne connexion émotionnelle. Le premier élément, c'est que je peux être authentique et vulnérable. Authentique et vulnérable, ça veut dire que si je te raconte quelque chose qui s'est passé dans ma famille, où il y a eu une grosse dispute, un gros énervement, tu vas m'écouter, tu seras présent, tu seras empathique, et tu vas certainement pas me dire « je t'avais dit ». Dans ta famille de débiles, voilà, tu vois bien que... Parce que si je suis jugée, et si je ne suis pas accueillie, mais demain, je te le raconte pas.
j'ai une aptitude à la connexion émotionnelle. Je veux de la connexion émotionnelle. On veut tous de la connexion émotionnelle. Mais si je vois que quand je me connecte à toi émotionnellement et que je suis vulnérable et j'ouvre mon cœur et que toi, tu utilises ça contre moi, je vais éviter de te raconter. Je vais raconter à d'autres, parce que j'en ai besoin, ma meilleure amie, ma sœur, etc. Et finalement, mon monde émotionnel, tu le connais pas. Donc j'ai dit authentique et vulnérable. Je peux parler librement. Je peux toujours parler librement. Et tu seras là pour moi, ça on l'a dit. Tu seras là pour moi si j'en ai besoin. Ça, c'est les 3 éléments qui sont des vrais indicateurs de l'attachement sécure. Donc en fait, de la part de celui qui va écouter la personne qui s'ouvre, ça demande une démarche qui est une démarche empathique, qui est une démarche qui n'est pas dans le jugement. Souvent, le problème chez les garçons, c'est qu'on est directement dans la solution, et pas assez dans la capacité d'accepter, d'écouter, d'être là, d'être présent, etc. C'est ça le muscle en fait que le conjoint doit développer, quoi, cette capacité empathique. Je porte avec toi ta difficulté. Il y a quelque chose de très important dans l'attachement aussi, c'est la capacité à se reconnecter. C'est-à-dire que dans tous les couples, il y a des désaccords, et il y a des moments d'incompréhension mutuelle. Et un couple qui arrive bien, qui a réussi, qui a compris le mécanisme pour se reconnecter après, des fois c'est en disant un mot d'humour, en prenant l'autre dans ses bras, en faisant un sourire bête. Chaque couple a sa méthode, pour dire, bon, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas en train de grignoter sur notre capacité à nous connecter malgré tout. C'est sur cette ressource. C'est une ressource. Et il ne faut pas la grignoter, cette ressource de capacité à se connecter. Un des conseils intéressants que j'avais reçu il y a quelques temps, et je pense que ça rentre aussi dans cette dimension-là de connexion et tout, c'est ne pas attendre que ça aille super bien pour faire des choses ensemble, mais faire des choses ensemble, et c'est ça ce qui mènera à... C'est-à-dire, en fait, le fait de... Ça revient un peu à l'idée du muscle qu'il faut de manière permanente développer, le fait de dire que si on vit de manière permanente des vies parallèles, parce que chacun a son travail, chacun a ses occupations, etc., on ne travaille pas ce muscle du nous qui se construit. Si on a régulièrement du temps, qui est, je sais pas, une fois par semaine, on sort juste nous, sans les enfants, sans trucs, etc., bien sûr. C'est le cadre qui va permettre en fait à une expérience commune de se créer. Complètement. Okay. Vivre des expériences. Et c'est ça qui crée ce que j'appelle le capital émotionnel, en fait. Il y a un capital qu'il ne faut pas entamer. C'est-à-dire, ce capital émotionnel doit continuer à se mettre en place. Ah oui, et bien évidemment, je n'ai pas dit l'essentiel, pardon. La connexion émotionnelle, le signe d'une bonne connexion émotionnelle, c'est quand on est encouragé et valorisé. Ça semble évident, mais il faut le dire. Être encouragé et valorisé par son conjoint, c'est comme ça que l'on fabrique le capital émotionnel. Ok, donc c'est plus que uniquement être empathique face à ta douleur, etc. C'est être capable de... Je vais le dire autrement. Ouais. Si je ne suis pas empathique face à la douleur, là, je suis en train de déconnecter émotionnellement. Okay. D'accord ? Mais pour créer la connexion émotionnelle, au quotidien, dans des moments de la vie, vraiment de la vie de tous les jours, si je suis régulièrement encouragée et valorisée, je te raconte ce que j'ai fait au travail ou comment j'ai réussi à gérer une dispute des enfants ou à m'organiser dans n'importe quoi, et que je lis dans tes yeux de l'encouragement ou de la valorisation ou de l'admiration même des fois, là je sais que j'ai un capital émotionnel qui est fort, et donc demain, lors d'un désaccord, le capital émotionnel est tellement présent que c'est pas grave. Et puis qu'on saura réenclencher l'attachement. C'est un point le point de la valorisation, j'aimerais bien qu'on nous donne des outils, parce que c'est un point qui n'est pas évident. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose en fait chez nous qui va prendre maintenant pour acquis en fait. Maintenant, c'est-à-dire que là, quand tu as découvert ta femme pour la première fois, etc.,
tu valorisais énormément de choses parce que c'était nouveau. Enfin, une personne qui est comme ça et comme ça. Maintenant, c'est acquis. Maintenant, a priori, tu es uniquement face aux zones de friction, à ce qui ne va pas, etc. La capacité d'estimer la personne en face après 10 ans, après 15 ans, c'est pas forcément évident. Même à mon avis, un problème que moi je vois beaucoup, j'accompagne beaucoup de jeunes avant le mariage, beaucoup de célibataires, etc. J'ai l'impression que la barre est tellement haut, en fait, de l'attente de ce qu'une fille attend d'un garçon, ce qu'un garçon attend d'une fille, que la capacité de vraiment valoriser, vraiment estimer, vraiment dire waouh, mais en fait c'est quelqu'un de super, pas évident du tout. Pas évident du tout. C'est-à-dire qu'il y a un muscle à développer de comment on fait pour ne pas prendre, comme en hébreu on dit mouvan mais élave, comme évident, acquis, etc., parce que la personne a déjà à proposer. C'est pas de vraiment valoriser ça. Ouais. Mais ça, en fait, c'est pareil, c'est un point de développement personnel en réalité. Parce que dans la vie, il faut valoriser ce qu'on a dans la vie. Si tout ce que je vois, que j'ai, est une évidence, est un acquis, je vais avoir un rapport à ma propre existence d'insuffisance permanente. C'est juste le thème de se lever le matin, de dire Modéani. Je reconnais des choses, je reconnais ce qu'il y a. Et bien évidemment que dans le couple, ça se manifeste à chaque instant du couple. Et à part ça, il faut aussi dire, ok, je l'ai connu il y a 15 ans et j'ai valorisé des choses, mais on est des êtres changeants. Je ne suis pas qui j'étais il y a 15 ans. J'ai des nouveaux défis. La parentalité est arrivée, j'ai peut-être changé de travail, ou j'ai évolué dans mon travail, ou je me pose des questions existentielles aussi. On a des conversations, il faut avoir des conversations profondes, régulières dans le couple, pour comprendre les méandres de ce qui nous habite. Et ça, c'est autant d'occasions de se réadmirer, de se revaloriser. J'avais lu quelque chose qui, à mon avis, est un problème 20e siècle, 21e siècle. C'est le fait que dans des sociétés anciennes, traditionnelles, le masculin apportait la dimension de survie, dimension du rapport à l'extérieur, etc. Et donc était valorisé pour ça. Le simple fait qu'il ramenait ce qu'on appelle en hébreu la parnassa, de quoi vivre, etc. En soi, il était valorisé pour ça. Aujourd'hui, dans un monde où les rôles sont extrêmement différents, moi je suis avec plein de jeunes filles comme ça qui ont la trentaine, qui se débrouillent très bien, etc. Bien sûr. Et donc, la capacité de la fille d'estimer le garçon dans des sujets qui sont différents, en fait, c'est pas évident. Comment on recrée cette estime dont l'homme a énormément besoin, à mon avis. Tout à fait. Ça aussi, c'est un autre grand thème auquel j'avais pensé. C'est le thème des énergies féminines et masculines qu'on pourra développer. Et effectivement, c'est fondamental. C'est fondamental. Mais on n'est pas obligé d'estimer et de valoriser que pour la parnassa ou que pour la défense du territoire. D'accord ? Il y a tellement d'occasions d'estimer une personne. Il y a tellement de défis, finalement, dans la vie de tous les jours. Il y a tellement de situations qui peuvent inviter à la valorisation. Donc, il faut juste en être conscient. C'est développer un regard, la manière qu'on essaie de travailler ce muscle-là de reconnaissance, comme on dit en hébreu, samer bechelko, capacité de se réjouir de ce qu'on a, de valoriser ce qu'on a, etc. Avoir cette dimension-là dans le couple, l'exprimer, j'imagine aussi, pas juste le garder pour soi. Le point que tu n'as pas développé, c'est à propos de... on t'a dit la dimension anxieuse. La personne qui va être tout le temps en demande de relation, être assurée. D'être assurée, etc. D'où ça vient ? Comment on traite cette problématique-là ? Alors, les formes d'attachement viennent de l'enfance, d'accord, de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, et ensuite de notre propre carte du monde. D'accord, de la lecture que l'on a de notre existence, nos formes d'attachement changent. Attention, on reste pas dans la même forme d'attachement toute sa vie. Une personne anxieuse peut apprendre à se sentir en sécurité, et c'est ce qu'il faut. Il faut tous qu'on arrive à un attachement sécure. Alors, par exemple, voilà, situation classique. Souvent, on donne à l'autre ce que nous, on aimerait recevoir. D'accord ? Et pas ce que l'autre a besoin
a besoin ce dont il a besoin. Et donc, par exemple, il va y avoir des femmes qui vont vouloir beaucoup, beaucoup prendre soin de leur mari. Et plus elles vont prendre soin, le materner, etc., en fait, lui, c'est pas ça qui va créer ni du désir, ni de la relation, etc. Lui, justement, comme tu disais tout à l'heure, il a besoin d'être valorisé, il a besoin de sentir qu'il est le protecteur. Et donc, ça va pas l'attirer particulièrement, le fait qu'elle prenne soin, qu'elle materne, etc. Donc, ça va au contraire l'éloigner. Et donc, on va tomber un petit peu dans cette circularité de nouveau où il va être évitant et peut-être elle va être plus anxieuse. Elle va se dire, mais puisqu'il est évitant, je vais encore plus prendre soin de lui, je vais encore plus le materner. Et quand je suis maternée, pour un homme, être materné, c'est vraiment ne pas être capable, finalement. Et donc voilà. En fait, il faut comprendre le mécanisme pour pouvoir s'en extraire. Mais ça demande de se poser les questions. Je pense qu'il faut se poser la question, quel type d'attachement, dans quel type d'attachement je suis, pour pouvoir s'en extraire et aller à la rencontre d'un attachement qui est plus sécure. Cette personne-là qui est dans l'anxiété parce qu'elle sent qu'elle n'est pas suffisamment... parce que son mari exprime pas suffisamment, que son mari n'est pas suffisamment présent dans la relation, etc. Au final, qu'est-ce qu'elle doit travailler ? Elle a cette anxiété-là, elle a cette... Voilà. Déjà, la première question, c'est de reconnaître son style d'attachement. Si je me sens en insécurité, est-ce que je poursuis l'autre ou bien, au contraire, est-ce que je me retire ? Déjà, ça doit être très, très clair. Et se poser la question, qu'est-ce qui me fait le plus peur dans la vie ? Est-ce que c'est d'être abandonné ou est-ce que, au contraire, c'est de perdre ma liberté ? Et la personne anxieuse doit... réussir, les deux personnes, pas que la personne anxieuse. La personne anxieuse ou la personne plus évitante doivent, pour réussir à fabriquer une connexion émotionnelle sécure, donc où on est dans une bonne distance, je dirais, dans la relation, il faut réussir à créer ce que j'appelle des vraies rencontres émotionnelles. Alors, c'est quoi une vraie rencontre émotionnelle ? Ça, c'est intéressant. Parce qu'on a plein de rencontres dans notre quotidien. C'est pas des rencontres émotionnelles. Ouais. C'est des rencontres du quotidien, de la gestion de la famille, de la gestion de la vie, et pas forcément une rencontre de notre intériorité. Alors, il y a une thérapeute, je crois qu'elle vit en Israël, qui s'appelle Schleifer, qui est qui a développé une je dirais pas, c'est pas une théorie, mais voilà, la mise en place d'une vraie rencontre émotionnelle. Sous quelle forme ? Alors, elle image la chose, la métaphore, sous la forme de donc, deux personnes dans un couple, chacune est sur sa montagne, dans son espace. Et chacun, dans sa montagne, entre les deux montagnes, il y a une vallée, mais chacun dans sa montagne a ses frontières et a sa langue. Chacun parle sa propre langue. Et a sa propre histoire, a ses propres peurs, a ses propres... Voilà, tout son monde émotionnel. Et puis, entre les deux montagnes, il y a un pont qu'il faut traverser. Et quand je vais pour traverser ce pont, donc je m'invite dans ta montagne, eh bien, je dois me dépouiller de ma langue, de mon histoire, de mes peurs, de voilà, tout ce que je trimballe un petit peu avec moi. Et je dois prendre avec moi, elle dit avec humour, un passeport. Pour arriver chez toi et pour repartir. Parce qu'après, je vais t'inviter dans ma montagne. Et je dois être donc dépouillée de moi-même, arriver avec curiosité. Comme quoi ? Comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue. C'est-à-dire, il y a pas, je ne vais pas me disputer avec toi sur le sens du mot que tu as utilisé, puisque c'est ta langue. Et donc, comme j'apprends une langue, donc c'est avec curiosité et intérêt. Et ensuite, une fois que je suis rentrée dans ton monde, dans ton espace, etc., et que j'ai vraiment entendu, j'ai vraiment intériorisé ce qui se passe à l'intérieur de toi, je peux t'inviter à venir. Toi, tu vas prendre ton passeport aussi, tu vas te dépouiller de ton histoire et tu vas venir. Et ça demande un vrai travail, cette rencontre émotionnelle. Et je pense qu'il faut les avoir, ces rencontres, régulièrement. C'est-à-dire pouvoir ne pas comparer... si je viens t'écouter et que je te dis « Ah oui, et moi, je dois dire quoi dans ce cas-là ?» et tu te rends pas compte que si moi... Mais c'est terminé, je suis venue remplie de moi-même. Donc, il y a vraiment cette idée de se dépouiller d'un ego. C'est absolument pas simple, mais pour un temps. Pour un temps. C'est le temps d'apprendre cette langue, de ta difficulté, de ce qui t'envahit à l'instant présent.
Puis ensuite, je vais te dire, moi aussi, je t'inviterai, je te dirai ce qui m'envahit moi aussi. Donc, il faut régulièrement, je pense, faire ces exercices et avoir des vraies rencontres, des vrais moments de rencontre. Une vraie rencontre, ça veut dire qu'il faut lui accorder un temps et un espace. Il n'y a pas de rencontre sans temps et sans espace et sans lieu. Voilà, un lieu. Et l'espace peut facilement être pollué. Ce qu'on appelle l'espace relationnel. Entre le je et le tu, il y a Buber qui parle beaucoup aussi de cet espace dans la relation. Il ne faut pas le polluer, il faut le préserver, cet espace. Et un temps. C'est bête à dire, mais on court. C'est quand le temps du couple, finalement. C'est une vraie question à se poser. Voilà, faut pas attendre d'avoir 20 ans de mariage pour faire son premier week-end en amoureux. On n'a pas toujours des parents ou beaux-parents disponibles pour garder les enfants, etc. Mais je trouve que ça vaut le coup même de se mettre d'accord avec une amie et moi je te garderai tes enfants et toi tu vas me les garder les miens le temps d'un week-end. On ne réalise pas ce que ça peut fournir à un couple d'avoir une bulle. Une bulle dans laquelle, pas pour traiter des sujets brûlants, pour se connecter émotionnellement. J'avais entendu comme ça un conseil qui était une fois par semaine sortir en dehors de la maison, juste le couple. C'est bien. Une fois par an, voilà, un week-end ou quelque chose comme ça, où on laisse les enfants chez les beaux-parents respectifs et tout. Et une fois par jour, un mot d'attention ou quelque chose comme ça. Donc tu avais un espèce de rythme comme ça pour qu'il y ait ces espèces de bulles. Truc. Moi je dirais plus qu'une fois par jour le mot d'attention. Une fois par jour c'est pas suffisant. Un mot d'attention c'est rien. Combien de temps ça prend Combien de temps ça prend? C'est pas beaucoup, oui. Donc avec les portables, etc. D'ailleurs ça aussi, voilà, souvent je vois des couples qui quand ils se mettent à communiquer que sur portable, c'est que cette fameuse génération Z, ils se disputent sur WhatsApp. Ils n'arrivent plus à... C'est intéressant. Pourquoi ils n'arrivent plus à se regarder? Ils peuvent être dans la même maison, dans 2 pièces, et s'écrire sur WhatsApp toutes sortes de... Et finalement, voilà, bon, ça c'est connu. On sait les dangers les écrans qui font écran. Des écrans, complètement, mais c'est fondamental. Voilà, on a Shabbat, Baruch Hashem qu'on a Shabbat, sans les écrans, et le face-à-face est fondamental. Se regarder dans les yeux. Et... Donc tu dis que cette personne-là qui est dans cette dimension-là anxieuse, si elle reçoit assez régulièrement des temps qui sont des temps de rencontre, d'intimité, cet exemple des 2 montagnes là dont tu parles, etc., ça calme en fait cette espèce d'anxiété. Absolument. Ce que je rajouterais aussi, et je pense que c'est aussi un truc qui est dans la dimension masculine et féminine, c'est que ça arrive souvent que les femmes peuvent interpréter la volonté d'autonomie et d'avoir un temps comme ça, seul, de décompression, etc., comme quelque chose de... Comment ça se fait? Tu vas pas être tout le temps ensemble, etc. Non, c'est-à-dire comprendre que ça fait partie des choses des besoins d'oxygène qui existent dans la dimension masculine. Quoi. Et c'est là que, en fait, il faut donner à l'autre ce dont il a besoin. Pas ce que moi j'ai envie de recevoir. Parce que moi, en tant que femme, j'ai envie que tu sois toujours avec moi. Donc, et j'ai envie que tu prennes soin de moi. Donc, je vais prendre soin de toi. Mais il y a des moments où prendre soin de toi, c'est te laisser ta petite bulle. C'est te laisser ton espace de réflexion ou de foot ou whatever, quoi. Donc, ok, super. Donc ça, c'était sur les langages de l'attachement. C'était le deuxième point que tu vois qui apparaît beaucoup dans les problématiques de couple. Tu vois un troisième axe, un troisième axe qui est, à mon avis, pas du tout encore suffisamment abordé et il y a une urgence à l'aborder. Et d'ailleurs, si Dieu veut, après les fêtes de Tishri, je vais lancer une vraie formation en ligne sur les mécanismes de couple pour les femmes, justement un peu dans l'objectif que l'on comprenne comment ça fonctionne, ces forces-là à l'intérieur du couple, cette circularité et tous les enjeux du couple. Alors c'est pour toutes les femmes. Ça sera par Zoom, ça sera par Zoom complètement, et c'est soit pour son propre couple, soit pour faire des bons choix quand on veut marier nos enfants, soit juste pour enrichir nos connaissances, voilà. Super. Et ce qui m'a motivée à lancer cette formation, eh bien, c'est justement le fait de constater
de façon très, très répétitive à travers les couples que j'accompagne. J'accompagne beaucoup plus de femmes que d'hommes. Beaucoup plus. Les femmes vont beaucoup plus facilement demander de l'aide et aller en thérapie. Donc, on fait des thérapies de couple avec une femme. Et c'est tout à fait possible puisqu'il y a ce qu'on appelle la systémie du couple. C'est-à-dire un couple, c'est un système. Et donc, quand un élément du système bouge, c'est tout le système qui va bouger. Ouais. Donc, ça va avoir une implication. Donc, oui, une femme qui toute seule fait un travail, elle va pouvoir améliorer tout à fait les enjeux et ce qui se passe dans son couple. Donc, ce que j'ai constaté, c'est justement, tu en as un peu parlé tout à l'heure, des fonctionnements féminins et masculins. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant de parler, avant de parler des fonctionnements masculins et féminins, de parler d'énergie. J'appelle ça les énergies masculines et les énergies féminines. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je ne veux pas rentrer dans quelque chose d'un peu simpliste. Les femmes sont comme ci et les hommes seraient comme ça. Et parce que nous portons, hommes et femmes, en nous, des énergies masculines et féminines, d'ailleurs, qui sont représentées par des hormones masculines et féminines que nous portons, mais avec des doses différentes, bien évidemment. Et il me semble que dans l'ère, je dirais, le postmodernisme, et l'Occident, de façon générale, a poussé la femme à développer énormément son énergie masculine. Et elle le fait brillamment. Et ça crée au sein du couple des déséquilibres que l'on peut rééquilibrer, je crois, assez simplement, si juste on comprend les besoins des hommes et les besoins des femmes et le mécanisme qui s'est mis en place. Alors, c'est quoi les énergies masculines et les énergies féminines ? Un petit peu à l'image de la reproduction, où du côté masculin, le spermatozoïde fait une course en avant. Il veut être le premier, il veut être le meilleur, il veut réussir. Il est dans l'action, il est dans le doing, dans le mouvement, dans la performance. Alors que du côté féminin, donc l'ovule, est dans le being. Le being, c'est-à-dire elle est dans l'attente, dans l'harmonie, dans la réception, bien évidemment. Le fameux principe qu'on connaît de Mashpia et Mekabel, donc le donneur et le receveur. Et c'est une sorte voilà, l'ovule, je pourrais dire, c'est une présence pleine et enveloppante. Et ça, c'est une énergie féminine à développer à l'intérieur de nous. Et il y a l'énergie masculine, je pense, dont les femmes doivent un petit peu se défaire. Quand je dis se défaire, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront plus carriéristes, ça ne veut pas dire qu'elles vont arrêter de travailler et faire des bons plats à la maison, pas du tout. Je parle ici vraiment de la relation de couple, de ce qui est en jeu à l'intérieur du couple. Et alors, ce qui se passe, en fait, c'est que même si une femme est vraiment dans son énergie féminine, enveloppante, dans l'attente, dans la réception, quand elle devient maman, toutes les femmes, quand elles deviennent maman, de façon automatique, rentrent dans une énergie masculine. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a un petit être qui a besoin de toi. Et il faut que la maison, elle roule. Il faut qu'elle avance. Il faut être dans l'anticipation. Il faut réussir. Il faut pouvoir gérer. Et dès l'arrivée du premier enfant, ça aussi, c'est un grand moment de consultation. Le passage de 2 à 3. Il y a beaucoup de crises. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de baby clash dans les couples. Beaucoup de crises autour de l'arrivée d'un enfant, et en particulier du premier enfant. Quand arrive le premier enfant, la femme se défait d'une partie de son énergie féminine pour avoir une énergie plus masculine, d'excellence, de réussite. Et elle est entièrement dans le soin de son enfant et dans l'organisation et dans l'efficacité et la performance. Elle doit être performante. C'est souvent un moment aussi où le mari sait beaucoup moins bien quoi faire, et donc est beaucoup moins performant dans la capacité de gérer la maison, gérer les enfants, etc. Et donc, d'une certaine manière, la performance qu'il pouvait apporter dans son énergie masculine, là, en l'occurrence, il apporte toi. Bravo, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'elle va avoir tendance à faire ? Laisse tomber, le fais pas, je le fais à ta place. Et éventuellement, ça peut être accompagné de plaintes, souvent, de déceptions. Or, ce dont a le plus besoin l'homme, c'est, on avait dit, lui, d'être valorisé et de sentir qu'il est protecteur, de sentir qu'il sécurise, de sentir qu'il est capable. Si toute la journée on lui dit « t'es pas capable », en fait, ça va tout de suite entamer également notre capital émotionnel. Et puis surtout, il a perdu sa femme, là. C'est-à-dire que... Mais
où est passée la femme enveloppante, aimante, harmonieuse, qui m'accueille, qui est là, qui est dans la présence, dans une présence forte. Et tout d'un coup, elle est plus présente. Elle est ailleurs. Elle est plus avec moi. Elle est plus dans l'instant. Or, comme on a dit, cette énergie féminine, c'est une énergie qui n'est pas dans le doing. Elle est vraiment dans le being. Elle est là. Et elle reçoit. Et là, il n'y a plus de disponibilité pour recevoir. Et tout d'un coup, il y a une exigence vraiment de performance. Et du coup, il y a une très grande perte de repères chez les hommes. Ils sont souvent perdus au moment de l'arrivée des enfants, où ils se disent, mais où est ton côté tendre, enveloppant, doux, harmonieux, réceptif? Et non, elle est connectée vers autre chose. Alors, les premiers mois après l'arrivée d'un bébé, c'est tout à fait naturel. On est connecté vers autre chose, la transformation du corps, les besoins du bébé, les besoins de la maman. Mais à un moment, il faut que de nouveau ça s'équilibre et qu'on puisse revenir dans une relation de couple. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, d'après ce que tu dis, c'est un travail que la femme doit faire, puisqu'elle va naturellement aller plus vers le... C'est jamais qu'un travail d'un côté. Parce que plus l'homme va s'énerver de ses plaintes, il va s'extraire, plus elle va lui dire « Mais regarde tout ce que je porte toute seule, et tu n'es pas là. » Et lui, il s'extrait encore plus. Donc, bien au contraire. Je dirais au contraire que après la naissance d'un bébé, il ne faut pas trop en demander à une femme. Ça, je trouve qu'elle en a déjà fait beaucoup. Et au contraire, en général, j'invite plus les hommes d'abord à être patients. Et si alors déjà, faut vérifier que le baby clash ne passe pas en dépression postpartum. Ça, c'est un autre sujet, c'est pas notre sujet. Mais et d'être vraiment lui dans une présence qui va lui permettre à elle de se dire ok, alors je vois que il est là, je vois que j'ai sur qui compter, donc je peux lâcher prise un petit peu. Je peux lâcher prise. Mais c'est vrai que il faut aussi que les femmes comprennent que plus les plaintes d'insuffisance des femmes vont produire chez l'homme l'effet inverse de ce qu'elle attend. Quand elles sont toujours dans cette demande, mais c'est pas assez. Les plaintes d'insuffisance, je parle d'insuffisance dans la maison, mais aussi ce sentiment, donner ce sentiment à son époux que ce qu'il fait, c'est pas bien. Le cadeau qu'il a donné, elle va aller le changer. C'est pas bon, c'est pas ce que je voulais. Mais j'ai envie de te faire plaisir. En fait, il y a rien. Il n'y a pas de meilleur moteur amoureux pour un homme que de sentir qu'il réjouit sa femme. Il veut réjouir sa femme. Il veut la rendre satisfaite. Il veut sentir qu'il a joué son rôle de provider, quoi. Voilà. Et donc, comprendre, en fait, c'est un jeu entre les deux qui se met en place, où quand elle lui envoie des signaux de satisfaction, il est au top. Et donc, on peut de nouveau retrouver cet équilibre énergie masculine et énergie féminine. Mais bien évidemment que dans notre vie, et même dans notre journée, on passe de l'énergie masculine à féminine plein de fois par jour. D'accord ? Là, tu as développé ce qui se passe après le baby clash, etc. Mais de manière plus macro, dans une société où on va beaucoup développer chez les femmes le côté masculin, comment tu vois que dans des couples, on arrive à rééquilibrer le fait que il faut réapprendre à l'homme de son rôle provider, comme tu as dit, réapprendre à la femme son rôle d'être capable de recevoir, d'estimer, de se réjouir de ce qu'elle reçoit, etc. Déjà, le premier élément, c'est qu'il faut aussi se garder en tête pourquoi on se marie. On se marie pour créer de la schlemout, pas pour consommer de l'amour. Même si au début, on a envie de consommer de l'amour, on a envie d'être valorisé, d'être flatté, etc. Mais l'amour, d'abord, c'est cette capacité dans le don et la réception de fabriquer quelque chose qui est shalem. Donc ça veut dire, si je dois fabriquer quelque chose qui est shalem, qui est entier, c'est-à-dire que j'accepte que je ne suis pas autosuffisant. Donc il faut un petit peu se dépouiller de cette autosuffisance, de part et d'autre. J'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi. Pas techniquement, pas forcément aussi peut-être techniquement, mais j'ai besoin de toi à l'intérieur de moi. Donc déjà, ça engage la nécessité à créer un espace à l'intérieur de soi. Je ne dois pas être rempli de moi-même. Et le deuxième élément, c'est
de pouvoir réussir à fabriquer cette entité, ce que j'appelle cette schlemout, en réinvitant à l'intérieur de nous ce que j'ai appelé cette énergie féminine, c'est-à-dire en comprenant que recevoir de l'autre, accepter de recevoir de l'autre, c'est un don qui des fois est plus grand qu'un don quand je donne concrètement quelque chose. Pourquoi ? Parce que quand j'accepte de recevoir, j'accepte que l'autre devient un donneur. Donc, je manifeste finalement la dimension divine de l'autre. L'autre me donne, l'autre m'accorde quelque chose. Et j'exprime ma satisfaction de ce don, sous quelque forme qu'il soit, ce don. Je ne parle pas forcément d'un don matériel. Cadeau, etc., je ne parle pas d'un don matériel. Donc accepter de recevoir, je crois que c'est un des éléments sur lesquels je vais le plus insister quand je parle aux femmes qui ont en elles l'énergie féminine, mais qui, depuis tellement d'années, on les a poussées à l'excellence. Donc, elles ont développé une énergie masculine. Et puis ensuite, quand elles ont géré leur maison, elles font, on va dire la vérité, elles font tout mieux et plus vite et de façon plus satisfaisante. Donc, elles vont très vite avoir envie de rentrer dans « laisse tomber, je le fais ». Et donc, ça va leur produire, il faut que la femme comprenne que ça va ce qu'elle est en train de faire apparemment pour son bien-être, ça va lui produire comme effet immédiat, comme conséquence immédiate, qu'elle va se sentir délaissée et abandonnée. Et c'est ce dont elle a le plus peur. Ce dont elle a le plus peur, la femme, c'est d'être délaissée, abandonnée, de ne pas avoir une présence à côté d'elle. Donc, mais en réalité, ce qu'elle ne voit pas, c'est le sabotage. C'est-à-dire qu'en faisant tout, il n'y a plus d'espace. Et s'il n'y a plus d'espace, donc je ne peux pas recevoir de toi. Donc, lorsque essaie de manière concrète de donner des exemples de qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour cette femme-là qui est dans des énergies masculines, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de passer en mode énergie plus féminine ? À quoi ça va ressembler de manière concrète ? De manière concrète, c'est abandonner la plainte. Elle a une conséquence très, très négative sur l'énergie masculine de l'homme. Parce que, je ne l'ai pas dit, c'est évident, mais si j'habite de nouveau mon énergie féminine, automatiquement, l'homme va réhabiter son énergie masculine. C'est des vases communicants, d'accord ? Donc, concrètement, c'est abandonner la plainte et s'exprimer sous la forme de... Par exemple, si j'ai besoin de quelque chose, de dire « Waouh, ça me fait tellement kiffer quand ? Ça me fait tellement kiffer si... » Pas « c'est mal, ce que tu fais, c'est nul. Ce que je fais, c'est nul, ciao, je pars. Mais ça me fait tellement kiffer si, ça me fait tellement kiffer quand. C'est-à-dire, je suis dans le being, là, je suis. Là, je suis en train de me remplir de ce que tu es en train de donner. Et il faut voir à quel point, vraiment, c'est extrêmement difficile pour des personnes qui sont énormément dans la performance et dans l'action, de tout d'un coup passer en mode, même au niveau verbal, de passer en mode « Waouh, c'est trop bien. Je suis contente. » Pourtant, il y a plein de choses dont on est contente. Plein. Donc, là, j'ai plus parlé du point de vue féminin. D'accord ? Parce que je parle beaucoup aux femmes, aussi dans mes cours, et que je suis certaine que... Et les hommes ne viennent pas beaucoup consulter, mais je suis certaine, parce que on me dit souvent quoi ? Alors, c'est encore nous qui allons faire tout le boulot, et eux... C'est une vraie question. Mais d'abord, elles sont motivées, les femmes. Donc, c'est bien de travailler avec des gens motivés. Et puis, parce qu'elles veulent un beau couple. Elles ne se rendent pas compte de ce mécanisme-là. Et je suis certaine qu'en réinvitant cette énergie à l'intérieur d'elles, l'énergie masculine dont elles ont besoin, et dont les hommes ont besoin, les deux ont besoin. Attention, je parle d'une schlemout de la notion de Echad. D'accord ? Donc, ils vont eux aussi la développer. Ça va se faire. J'essaie juste de comprendre un point. Souvent, dans les exemples que tu as donnés, c'est ça, c'est quelque chose que je peux faire mieux. En tant que femme, je vais faire mieux, je vais mieux gérer la maison, etc. Et donc d'une certaine manière, sur ce point-là, l'homme se sent pas suffisamment performant. Mais si le focus n'est pas uniquement sur la gestion de la maison, mais si le focus maintenant est plus large sur ce que l'homme apporte de manière plus large, disons que c'est un homme qui étudie et qui apporte une certaine dimension spirituelle à la maison, si c'est évidemment le travail qu'il fait, les projets qu'il mène, etc. Est-ce que la valorisation que la femme apporte
peut se porter sur... ce sera plus difficile de faire en sorte qu'elle valorise énormément ce que l'homme apporte dans la maison. Parce que oui, en effet, dans la maison, peut-être que oui, il fera les choses moins bien. C'est le cas de la plupart d'entre nous. Je m'inclus dans la problématique. Mais sur d'autres aspects, on apporte sur plein de choses. J'espère. Ok. Et donc, est-ce que c'est pas aussi intéressant de dire apprendre à valoriser et apprendre à sentir que, entre guillemets, la femme reçoit pas uniquement de sa présence dans la maison. Ah, mais bien évidemment. Okay. La plupart des petites disputes, c'est sur les tâches ménagères et sur le quotidien. Parce que c'est vrai que le quotidien, il est envahissant. C'est la réalité. Mais évidemment. Mais là, tu parles du socle, c'est-à-dire que du projet commun. On a un homme qui étudie, c'est un projet commun. Maintenant, la question, c'est est-ce que son étude, il l'amène à la maison ? Est-ce qu'elle en bénéficie ? Est-ce qu'il lui raconte ? Est-ce qu'il partage ? Si c'est une sorte de bulle à l'extérieur que je ne connais pas et que je ne comprends pas, je vais valoriser en théorie, mais il faut que je vois que ça apporte dans l'éducation des enfants, que ça apporte dans la avira, dans l'harmonie qui se trouve. Voilà, la force féminine, c'est l'harmonie de la maison. Donc, ça apporte, ça engage l'harmonie. Et puis, bien évidemment, les projets personnels, d'admirer des projets personnels. Et en fait, voilà, je vais prendre un exemple concret en Israël. Ces hommes qui partent en Milouim des centaines de jours. Les femmes valorisent. C'est-à-dire, ils ne pourraient pas partir si les femmes ne valorisaient pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand il y a un projet qui est plus grand que moi et que je porte ce projet, qu'on porte à deux ce projet qui est plus grand que nous. Moi, je rencontre, quand je suis ici, je rencontre aussi des couples. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ce n'est pas du tout les mêmes... les quelques fois où j'ai rencontré des couples, j'étais saisie. Ce n'est pas du tout les mêmes difficultés. Ils ont des difficultés tellement nobles, je trouve. J'ai trouvé. Il y a aussi des petites difficultés de tous les jours, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai été impressionnée, des femmes vraiment qui s'interrogent sur des difficultés personnelles, du coup, du fait que leur mari est absent tellement. Et je vois l'admiration, je vois la valorisation. Donc, il y a une capacité de valoriser quelque chose de plus grand que juste toi et juste moi. C'est ce sort de les valeurs communes sur lesquelles on a bâti notre couple et qui évoluent. Qui évolue au cours des années. Cette image-là que tu as donnée entre l'énergie masculine, qui est ce spermatozoïde qui est toujours dans l'avancée, et de l'autre côté, une dimension féminine qui est plus dans l'ovule, etc., ça me rappelle un natif de Vologine qui dit la chose suivante, qui dit que le masculin est plus proche de la dimension de Kedusha, et le masculin est plus proche et le féminin est plus proche de la dimension de Tahara. Hyper intéressant. La Tahara, c'est quelque chose qui, a priori, tu n'as pas besoin de l'acquérir, tu l'es. Si tu rencontres un mort, si tu rencontres certaines choses, etc., alors tu tombes dans l'impureté. Mais la pureté, c'est la vie telle qu'elle a déjà cette qualité-là. C'est pas mal. C'est-à-dire que la réalité telle qu'elle est a déjà son harmonie. La dimension de Kedusha est une dimension qui est toujours de ce qui est ce qui est pas encore là, ce qui est l'horizon, la pulsion qu'on a tous, la soif qu'on a tous vers quelque chose qui est au-delà de ce qu'on est. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a ces deux dimensions-là. S'il y a une dimension qui est que masculine, que de Kedusha, il y a une espèce de fuite en avant et incapacité Absolument. de voir qu'il y a une harmonie qui est déjà là, il y a quelque chose à apprécier déjà là. Et de l'autre côté, si on n'est que dans l'harmonie, alors il manque l'horizon. Donc c'est hyper intéressant ce natif-là. C'est très intéressant. Ouais, je veux bien la référence. Très intéressant. Et c'est également l'équilibre qui est entre les 6 jours de la semaine et le Shabbat. Le Shabbat, c'est Shabbat Amalka, c'est une dimension féminine, et les 6 jours, c'est l'avancée. Etc. Exactement. Ouais, donc là, on a développé 3 axes. J'essaie de voir si je suis capable. Le premier axe, c'est la différenciation de la famille. Bravo. Deuxième axe, c'est la problématique de l'attachement et des 3 langages d'attachement, etc. Et le troisième axe qu'on vient de voir, c'est la problématique de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, qui est en soi un sujet hyper intéressant. Il faudrait qu'on fasse une série rien que sur ça. Et c'est des sujets qui sont hyper sensibles aujourd'hui, parce que dès qu'on rentre dans un discours qui est un peu essentialiste, alors tout le monde est mal à l'aise avec ce langage-là, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est le fait de dire que concrètement, dans la vie des gens,
on peut penser tout ce qu'on veut au niveau des grands axes civilisationnels et culturels, etc. Il y a des choses qu'aujourd'hui on ne dit plus, post-révolution féministe, etc. Mais c'est intéressant, c'est de voir que dans la vie des gens, c'est des thèmes qui apparaissent. Évidemment. Ouais, ça, c'est, moi, j'ai pas de problème avec l'essentialisme. ouais, Il y a une maout. ouais. Nous sommes ce que nous sommes et nous avons des besoins. Et ces besoins, moi, je les vois au sein des couples, Ouais. etc. Donc, Il y a une formulation que j'avais bien aimée du Rav Chaim Navon qui disait que dans la Torah, on voit une mahoutanut raka, c'est-à-dire un essentialisme doux, c'est-à-dire élastique, pas quelque chose qui rentre les gens dans des espèces de cases Ouais, c'est beaucoup pas trop, beaucoup trop, fait. etc. Mais dire, voilà, il y a une tendance qui est plus comme ça, etc. Et je pense que c'est une bonne... c'est pas enfermant. Et d'ailleurs, quand je parle de se réapproprier notre énergie féminine, c'est pas sur le compte de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut garder nos objectifs, notre personnalité, mais c'est tout simplement que réellement, on recevra davantage ce dont on a besoin. Et l'homme recevra davantage ce dont il a besoin également. Donc, parce qu'il y a une forme de sabotage, finalement. C'est-à-dire qu'on fabrique une situation dont la conséquence, c'est l'inverse de ce qu'on veut. Ouais. Donc, il faut pouvoir se réapproprier finalement ce dont on a besoin. Et pour ça, il faut pouvoir le définir. Ouais. Donc voilà, okay. C'est tellement intéressant ce thème que c'est pour ça que je lance cette formation, parce que je crois qu'il y a, à chaque fois que je parle de cela avec des personnes qui me rencontrent en thérapie, ils sont extrêmement intéressés et ils veulent des clés. Ouais. Donc voilà. J'espère qu'on a donné quelques grands axes de réflexion. C'est sûr que ça vaut pas une thérapie long terme, etc. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant et parlant. Donc, merci infiniment. Et tout béhav sameach à tous les auditeurs de Shofar. Avec plaisir et merci de l'accueil. À très très vite. Merci beaucoup. À bientôt.